Alerte spoiler, cette vidéo va traiter de spoiler. Voilà, désolé pour ceux à qui ça coupe la surprise là. Voilà, le titre lui-même de la vidéo est un spoiler, à spoiler le sujet. Voilà, et double spoiler, l'essentiel de cette vidéo va consister à dire que la notion de spoiler est surfaite et que ceux qui en font un enjeu trop grand passent à côté du réel intérêt de la fiction, d'un bon roman, d'un bon film ou d'une bonne série. Et donc que ce sont ou les œuvres superficielles qui n'ont pas tant de choses que ça à raconter, ou alors les spectateurs qui restent en surface et n'ont pas tant de choses que ça à comprendre et apprécier, qui font un cas si grand des spoilers. Voilà. Donc la vidéo est spoilée dès sa première minute, hein, donc au moins avantage, vous gagnez du temps, si vous ne voulez pas écouter tout le raisonnement qui suit, qui en découle, et bien voilà libre. Vous voyez, c'est comme ces agréables surprises comme ça quand on sait qu'on peut sortir de l'amphi. Voilà, c'est bon, vous pouvez déjà sortir, vous pouvez déjà faire autre chose si ça ne vous intéresse pas, vous êtes déjà spoilé sur le contenu. J'ai cramé la mèche, et puis pour ceux que ça intéresse d'avoir les détails de mon petit raisonnement là-dessus, de mes réflexions sur le sujet, eh bien vous êtes les bienvenus. Ici Kit Charlemagne, Alexandre, pour vous servir. Bienvenue les Happy Few. Salut à tous. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Donc oui, consacré à la notion de spoiler. Une notion qui nous est devenue très familière, qui est même entrée dans le langage courant. Je ne sais même pas si c'est dans les dictionnaires maintenant, c'est un anglicisme. Enfin, c'est un des nombreux mots anglais qui ont débarqué dans le vocabulaire courant. Donc voilà, on est tous habitués maintenant à ce mot. Maintenant, c'est même devenu un mot du langage courant pour faire des blagues même. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour, typiquement, spoiler en faisant le geste des guillemets quand on veut annoncer quelque chose à quelqu'un, une révélation qui va éventer une surprise, etc. Voilà, donc ça sort même du cadre strict en fait de la fiction, du discours autour des œuvres, romans, films, séries. Et on a vraiment en fait intégré non seulement ce mot, mais en fait cette notion, ce concept de divulgacher, parce qu'évidemment alors je crois que c'est les Québécois qui nous ont sorti ça, c'est les Canadiens francophones qui nous ont sorti cette francisation, divulgacher. Faut dire vraiment que c'est créatif comme mot, divulguer, gâcher, en même mot, c'est un mot valise, c'est plutôt inventif. Après, c'est très moche et ça fait très pecno, comme toutes ces francisations de termes anglais. Voilà, donc bon, écoutez, divulgacher ou spoiler, comme vous voulez. Mais voilà, donc non, c'est un concept en fait qui s'est vraiment invité dans nos mentalités. Alors en plus, divulgacher, c'est vrai que faut le dire, le mot encore une fois est hideux et ridicule, mais ça résume bien le concept, parce que spoiler vient du terme to spoil en anglais, qui lui-même en fait veut à la fois dire gâter, un peu comme en français, il y a une ambivalence, c'est un gâter au sens gâter quelqu'un, mais en même temps aussi gâter, gâcher, quoi. Donc du coup, quand tu spoil, tu gâches une histoire, une intrigue à quelqu'un. Tu gâches la surprise, parce qu'évidemment le spoiler est étroitement lié à la notion de surprise, d'inattendu. Voilà, donc ça évente un récit, le spoiler. Donc c'est un terme forcément qui a explosé avec l'explosion des séries. Ça va complètement de pair, puisque la série vient du feuilleton, on va avoir l'occasion d'en parler. La série est elle-même issue de la tradition feuilletonesque, qui à la base était écrite, les feuilletons écrits, les romans publiés en épisodes à suspense comme ça, de numéro en numéro dans les journaux, comme Alexandre Dumas à l'époque. Et donc les séries étant issues de la tradition feuilletonesque et fonctionnant beaucoup sur l'effet de surprise, sur le suspense, sur le cliffhanger, et bien forcément le spoiler naît de lui-même de tout cela, puisque révéler ce qui va se passer, puisque laisser passer une information va éventer l'effet d'un cliffhanger, puisqu'on sait déjà ce qui se passe après, va tuer le suspense et va éventuellement avoir des conséquences sur l'addiction ressentie
pour la série, puisque l'addiction vient en bonne partie du « et alors après il se passe quoi ?» Et donc si on sait ce qui se passe, soi-disant, on est censé ne plus s'intéresser autant, voire plus du tout, à l'histoire, puisque de toute façon on sait déjà comment ça finit. Alors pourquoi regarder, pourquoi lire? Voilà. Hein. Bon. Évidemment, moi, une façon de voir les choses que je trouve hallucinante et voilà, et sacrilège. Mais bon, écoutez, on va s'intéresser justement à ça, à cet état d'esprit et de comment on peut le contourner. Le spoiler, donc oui, est apparu très logiquement avec la... comment le terme est apparu avec l'explosion des séries américaines. Donc voilà, dès que les séries ont commencé à beaucoup jouer sur l'effet de suspense et ont commencé à vraiment avoir des trames linéaires où on regardait pas un épisode comme ça quand ça passait à la télé indépendamment de l'autre et c'était pas grave quand on a commencé à avoir des séries très travaillées avec vraiment si on rate un épisode on comprend rien, ou c'est très important de suivre l'histoire vraiment épisode par épisode. Évidemment, le spoiler a pris une importance énorme. Et comme après, il y a eu le langage des forums, le langage d'Internet, les réseaux sociaux, ce terme-là s'est répandu, est entré dans notre langage courant de francophone. Mais en réalité, encore une fois, le concept de spoiler lui-même, non pas le mot, hein, mais le concept, lui, date d'il y a bien plus longtemps en réalité. Hein. Le concept existe d'aussi loin qu'il existe en fait des surprises en quelque sorte dans les récits, autant dire depuis très longtemps, voire toujours, et qu'il y a eu des personnes pour révéler ces surprises, pour trahir les secrets de l'intrigue, et donc gâcher un effet de surprise à un lecteur potentiel. Donc le spoiler en tant que concept a toujours existé aussi longtemps qu'il y a eu des surprises et des rebondissements et du suspense dans les histoires, et le mot en revanche, lui, est plus lié à cette culture, à cette pop culture audiovisuelle du monde des séries. Voilà, d'abord l'explosion des séries américaines, et puis du coup elles-mêmes qui est liée à l'explosion à l'époque du téléchargement illégal, quand tout le monde la téléchargeait son petit torrent, ou alors son petit Imul, Chamblard, tout ça, pour avoir son épisode et tout. Tout le monde s'est mis à la VO, tout ça, et puis évidemment par la suite, beaucoup plus facile, bien que payant, mais plus facile, les plateformes de vidéos, hein, voilà, Netflix, Amazon Prime, Salto, Hulu, OCS, Orange, enfin bref, voilà, toute la clique. Disney+, bien sûr, maintenant. Et en tout cas, pour ma part, moi, le terme spoiler, la première fois de ma vie que je l'ai découvert, que je l'ai lu, que je l'ai appris, je m'en souviens très très bien. Moi, je peux vraiment dater, je pense que pour beaucoup de gens, ça date à peu près de la même époque, hein, des contextes différents, mais c'est grosso modo les mêmes périodes. Et moi, je me souviens très bien. La première fois que j'ai vu ce mot de ma vie, c'était en 2005. C'est très précis. C'était en 2005. Moi, pour ma part, j'étais à cheval entre ma première littéraire et ma terminale littéraire au lycée. Donc j'avais entre 16, 17, 18 ans. Et je l'ai découvert ce terme sur Internet. Moi, c'est un terme qui vient beaucoup d'Internet. Des forums, voilà. Donc je l'ai découvert sur un forum. Et sur un forum, forcément, de séries. Hein. Et ce forum, c'était un forum sur la série Lost. Bah oui, parce que là, du coup, petit coup de vieux, petit voyage dans le temps. En 2005, hein, si vous vous rendez en 2005 en DeLorean, vous découvrirez qu'il y a en gros 3 séries qui cartonnent tout particulièrement en 2005, qui passent à la télé, sur M6 ou sur TF1 en France, et puis qui sont téléchargées massivement et qui ont un succès fou, et qui renouvellent, qui marquent un tournant dans l'histoire des séries, avant que, après, HBO, voilà, vraiment arrive avec encore d'autres propositions marquantes, et MC et tout ça, mais c'était en gros Lost, Prison Break et Desperate Housewives. Et on peut ajouter Doctor House éventuellement, mais c'était encore une série dans les premières saisons qui était vraiment avec des épisodes autonomes, une petite série médicale, etc. Donc vraiment, c'était surtout Desperate Housewives, Prison Break et Lost qui ont beaucoup marqué les années 2004, 2005, 2006, hein, avec leurs 2-3 premières saisons. Et pour l'aspect qui nous concerne, c'est vrai que les 2 premières, forcément, alors les 3 utilisent le principe du cliffhanger, du suspense, et donc forcément du twist, et puis du spoiler. Hein, même Desperate Housewives, hein, qui a toujours un petit fond d'intrigue un peu policière, d'ailleurs bien relou, mais bon, qui est là pour tenir en haleine le chaland, faut quand même le dire. Hein. Sinon les gens n'arrivent pas à s'intéresser. On se rend bien compte dans les séries que les gens, s'il n'y a pas des meurtres, s'il n'y a pas une enquête, ils sont paumés, ils ne peuvent pas s'intéresser aux choses. Voilà, donc ça va être un des coups de gueule de ce podcast.
Je vous l'annonce tout de suite, hein, je vais être très désagréable vis-à-vis des gens qui ne jurent que par les enquêtes, les meurtres le suspense facile, etc. Voilà, donc bah, écoutez, ça sera mon petit coup de gueule à la fois et de spectateur et de créateur, faut le dire, parce que pour le coup, je suis auteur et que en tant qu'auteur, ça m'exaspère de voir ces recettes capter autant, focaliser autant l'attention. Mais bref, en tout cas, voilà, donc ces trois séries voilà, ont vraiment beaucoup suscité le phénomène du spoiler. Mais il faut quand même le dire, bon, même si Prison Break dans le genre se plaçait là, parce que Prison Break à l'époque, les 2 premières saisons, il y avait quand même un suspense parfois insoutenable, hein, faut le dire. Hein. C'est une série vraiment à suspense, vraiment trépidante. Mais Lost est resté le cas d'école de la série spoilable. Un des cas d'école de la série spoilable. Parce que Lost est typiquement une série qui s'est écrite autour du mystère et qui a démocratisé et même malheureusement rendu à la mode le cliffhanger. A abusé de ce procédé, ne pouvait pas finir un épisode et quasiment une coupure pub, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a des coupures pub toutes les 10 minutes, donc un épisode dure 40 minutes, donc il y a 4 coupures pub durant l'épisode, hein, rien que ça, c'est pour ça qu'il y a des... Chaque coupure pub en fait est un moment de suspense, parce qu'il faut tenir les gens en haleine pendant la pause publicité. Et donc, voilà, c'est vrai que les actes, hein, parce que du coup ça correspond à 4 actes, hein, les scénarios d'épisodes aux États-Unis sont écrits en 4 actes qui correspondent chacun à 4 temps coupés par les publicités. Donc c'est très, vous voyez, c'est très dépendant du média. Et donc il faut tenir en haleine, du coup il y a quasiment un cliffhanger par acte, une révélation, etc. Et puis il y a la révélation finale de l'épisode qui est censée nous donner envie de regarder l'épisode suivant, et ainsi de suite. Et voilà, et donc Lost, et bon, on a fait des caisses dans le domaine. Hein. Bon, c'est une série, je ne vais pas m'étendre ici dessus. Plus j'ai été amené à la revoir une 3e fois avec cette fois-ci Wilson du Salon Sens, mon meilleur ami. Donc c'est une façon encore une fois de la réévaluer, de la revoir. C'est une série qui m'est chère à bien des égards. Bon, j'ai un historique un peu avec, comme ça je l'aime bien. J'ai une série un peu de cœur. Mais c'est une série évidemment qui a à la fois beaucoup de qualité, qui a fait des choses incroyables, qui a renouvelé beaucoup de choses, qui a eu le mérite d'essuyer les plâtres. Mais il y a aussi une série forcément en effet qui a fait d'énormes erreurs, qui a essuyé les plâtres encore une fois. Qui a ouvert la voie à des choses, mais du coup, qui a fait de la merde, faut quand même le dire, qui a fait des choses épouvantables. Moi, j'ai vu parmi les meilleures choses de ma vie dans Lost et parmi les pires choses de ma vie dans Lost, ce qui résume bien les choses. Hein. J'ai vu le meilleur et le pire dans la même série. Vraiment, c'est une série qui n'a pas du meilleur comme du pire, du ridicule comme du sublime. Et voilà. Et donc, bon, parmi ses défauts, il y a cet abus très systématique du cliffhanger et donc de reposer beaucoup sa narration sur la vulnérabilité au spoiler, en fait, hein, parce que beaucoup d'épisodes ne se donnent de l'intérêt que par la surprise, tellement ils sont creux et ne fonctionnent que sur cette mécanique essoufflée du cliffhanger, donc qui est la marque des mauvaises séries et des mauvais livres, et je vais avoir l'occasion de le dire, hein, et du coup de ceux, pour les spectateurs qui en font des caisses là-dessus, des mauvais spectateurs hein, aussi, qui ont une responsabilité là-dedans. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, le spoiler, l'explosion du terme vient vraiment des forums de cette époque où les séries américaines se sont beaucoup popularisées, etc., ont pris sont montées d'un cran en écriture, niveau suspense et sophistication et trame linéaire. Et du coup, en effet, il y avait un enjeu beaucoup plus grand qu'avant sur le fait d'avoir été spoilé sur le contenu de l'épisode suivant. Ça pouvait vraiment gâcher la surprise, gâcher un effet waouh, grignoter l'émotion que vous auriez pu ressentir parce que vous étiez déjà prévenu de ce qui allait se passer. Et voilà, les gens tenaient beaucoup à avoir l'effet de surprise, à découvrir par eux-mêmes ce qui allait se passer. Ça faisait partie de l'émotion attendue pour l'épisode. Hein. C'est comme une addiction, hein, vous voyez, un peu comme appuyer sur le bouton qui va vous injecter l'émotion attendue, hein, un peu de sérotonine, hein, etc., un peu d'excitation. Donc voilà. Évidemment, ça s'est pas arrangé avec le temps, et en fait, la plupart des séries encore aujourd'hui qui prospèrent sur les plateformes, dont Netflix, sont des séries qui évidemment usent de ce procédé du cliffhanger et du coup de se rendre vulnérable au spoiler et reposent sur ça. Et puis les gens ont pris des réflexes. Alors sur les forums à l'époque, hein, c'était le fameux raccourci spoiler qui permettait en fait de dire un truc et de le cacher. Donc comme ça, les gens qui voulaient pas lire ne lisaient pas, il fallait appuyer sur spoiler pour voir ce qui était marqué. Comme ça, personne ne se spoilait, et puis si on voulait savoir ou si on était déjà au courant, on lisait. Donc ça permettait en fait des discussions sur les forums entre fans sur un épisode, sur la série, sans gâcher la surprise aux autres. Alors c'était parfois un casse-tête pas possible, il en est toujours un aujourd'hui, parce que entre l'autre qui a rendu l'épisode 4, l'autre qui a déjà rendu l'épisode 12, mais je veux en parler, ah oui mais non je peux pas parce que lui il a pas encore vu là, oui toi t'en es pas encore là, ah merde je pensais que t'en étais déjà là, mais en fait non t'en es pas encore là, mince, désolé je t'ai cramé ça, ah non attends me dis rien, me raconte rien, etc. Bon. Bref, on s'en sort plus. Bon, sur les forums, il y avait une espèce comme ça de procédé de la bannière spoiler.
Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué. Alors, les réseaux sociaux, du coup, on assiste à une autre attitude très caractéristique, c'est que quand une nouvelle saison d'une série débarque, on a tous ces gens qui disent bon, je déconnecte les réseaux pendant 24 heures le temps de voir la série, pendant une semaine, je veux plus rien lire, ou ils bloquent le hashtag parce qu'attention, il faudrait surtout pas qu'ils tombent par accident dans leur timeline sur un message qui dit ah, j'avais fini la saison de machin, trop bien, je reviens pas que machin soit mort, ah, c'est la catastrophe, leur monde s'effondre, ils se sont fait cramer le fait qu'un personnage mourait, la surprise est gâchée, ça y est, ça perd de sa saveur, c'est foutu, ils n'ont pas découvert par eux-mêmes, ils ont perdu le contrôle, voilà. Donc du coup, voilà, là, le spoiler prend des enjeux absolument énormes, hein, voilà, donc les gens ont pris des réflexes par rapport au spoiler. Ce qui est marrant, c'est que le spoiler, et c'est marrant et en même temps, voilà, ça fait partie de mon agacement, est entré quasiment dans le manuel de savoir-vivre en fait. Le spoiler, aujourd'hui, spoiler quelqu'un est vraiment considéré comme une forme d'impolitesse à part entière. Si vous spoilez quelqu'un, en plus volontairement, ou même par une espèce d'étourderie un peu balourde, les gens peuvent vous en vouloir, il y a des gens qui le prennent super mal, et c'est considéré comme une espèce d'indélicatesse ou de manque de savoir-vivre. On en est là. On en est là. Il y a des gens qui peuvent vous faire la gueule parce que vous les avez spoilés. Ou des gens qui peuvent péter des câbles, vraiment s'énerver, prendre très à cœur le fait que des gens spoilent et trouver que c'est de la dernière des grossièretés, que c'est de l'irrespect. On est carrément dans des notions d'irrespect, des trucs, je suis désolé, délirants, mais délirants. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas une certaine provocation, peut-être un peu puérile, de certains parfois à vouloir spoiler pour spoiler, ou alors une espèce de vantardise de dire moi je sais déjà et tiens je vous dis, et de ce plaisir de gâcher la surprise de quelqu'un que nous-mêmes on a eu la chance d'avoir. Voilà, effectivement on peut toujours parler de certains comportements un peu gratuits qui font que voilà, mais le spoiler entre guillemets honnête, c'est-à-dire juste de vouloir parler des choses et que nécessairement quand on parle des choses on les défleure et que forcément quand on parle des choses on est obligé de les dévoiler. Le prendre aussi mal que ça et se bloquer à toute discussion et faire là en se bouchant les oreilles et péter des câbles aussi mal prendre que quelqu'un ait dit quelque chose, que même ça peut être involontaire, là quand même ça montre un petit peu le délire dans lequel c'est parti, le coup du spoiler et l'exagération absolue dans laquelle on est parti. C'est d'ailleurs en fait un des enjeux, une des crispations autour du spoiler que je trouve dingue, qui est à l'image de la blague du coup que j'ai fait au début de ce podcast. En spoilant le fait qu'on allait parler de spoiler et en spoilant mon avis, c'est que il y a une espèce d'antagonisme qui se crée, une tension entre le teaser et le spoiler. Vous voyez, on va multiplier les termes anglais, les anglicismes et les termes techniques et tout. Mais donc voilà, le teaser, ça aussi c'est un terme qui est devenu familier, qui est devenu familier. Teaser, trailer. Le trailer c'est une bande-annonce, le teaser c'est comme une petite bande-annonce, ça peut être une affiche, ça peut être un truc beaucoup plus court qui est là pour nous teaser, comme un striptease, pour nous donner envie, pour nous exciter. Et donc c'est marrant en fait comment la notion de teaser et de spoiler se gênent mutuellement et se tirent la bourre et créent là aussi des tensions parfois ridicules. Je sais qu'il y a une nouvelle attitude qui s'est répandue, qui est à mourir de rire. C'est les personnes qui ne veulent plus rien savoir du tout d'un projet pour ne pas se spoiler. Mais au point même que même le teaser, déjà, pour eux, en dit trop. Alors que c'est un teaser. Généralement, les teasers sont étudiés pour être très suggestifs. En fait, ne rien dire, rien raconter. Généralement, ça peut être juste 2 secondes, ça peut être un plan, une image, bref. Et même ça, c'est considéré déjà comme du spoiler, parce que ça vous a révélé un début de ce dont il va s'agir. Alors vous comprenez bien que ça se gêne, parce que normalement quand même pour vendre un projet, pour vendre une série, un film, pour donner envie de le regarder, on est bien obligé, ça fait partie du truc, de leur montrer des extraits, de montrer un peu de quoi il va s'agir. Voilà, de montrer quelques images, de présenter peut-être un peu l'histoire des personnages. Il faut bien faire une bande-annonce. Moi je suis pas très bande-annonce personnellement, mais en tout cas même montrer des extraits. C'est par contre je suis très extrait, moi j'aime bien voir un extrait comme ça, voir un peu l'ambiance et tout. Donc au moins des extraits, une bande-annonce, éventuellement une affiche, enfin bref, un ensemble de choses comme ça pour un peu donner un aperçu, parce qu'il faut bien que les gens aient un aperçu pour avoir envie. À moins qu'effectivement ils soient déjà gagnés à la cause du truc, ça arrive avec les projets reprenant des licences importantes. Évidemment les gens n'ont pas besoin d'avoir une bande-annonce pour aller voir un Harry Potter, un Batman, ils sont déjà tellement à fond sur le truc que sans images ils y vont. Mais beaucoup de projets n'ont pas derrière eux comme ça un fandom et un background et ne sont pas identifiés par le public. Il faut bien leur donner des éléments visuels, de casting, de personnages, de narration pour leur montrer ce dont il va s'agir. Et là, c'est quand même dingue parce que on sent le numéro d'équilibriste entre il faut bien donner des éléments et en même temps la frilosité désormais des teasers et des trailers pour raconter les choses parce que il faut pas trop spoiler. Et encore, je dis ça,
c'est moins l'attitude de ceux qui font les trailers que ceux qui les regardent, les reçoivent, quel public. Parce que dans l'ensemble, quand même, je trouve que ça va. Les trailers tiennent plutôt bon. On a encore des trailers qui durent bien 2-3 minutes parfois, hein, c'est quand même pas rien, et qui montrent, qui survolent un peu tout le film, hein, au moins tout le premier acte, mais parfois l'ensemble du film. Et donc, qui arrivent à quand même à montrer pas mal de choses. Mais c'est vrai que du coup, la réticence est bien plus encore que dans ceux qui font les bandes annonces, dans ceux qui les regardent, parce que les gens ne supportent plus du tout ce genre de bande annonce. Beaucoup de gens ne supportent plus. On a l'impression qu'on leur a raconté tout le film, que tout est spoilé, que tout est gâché, qu'il n'y a presque plus d'intérêt à le voir, qu'on a trop montré, alors qu'on a fait que montrer quelques plans, quelques scènes, les personnages, planter les enjeux principaux du truc. Enfin, il fait son boulot de trailer, le truc, quoi, c'est tout. Faut bien présenter de quoi il va s'agir. Mais non, c'est déjà trop pour eux, déjà une affiche est un spoiler pour eux, alors attention, alors là, des extrêmes, même pas la peine. Et là, on tombe dans le ridicule, parce que ces gens-là, on se dit, mais vous voulez quoi à la fin, en fait? Enfin, et vous regardez un truc pourquoi, en fait? C'est quoi? Vous venez juste pour la surprise, en fait. Tout l'enjeu est dans la surprise. S'il n'y a plus de surprise, le truc vous intéresse plus. Et puis surtout, enfin, bon, quand on a vu que 2 minutes d'extrait, en plus monté sous forme de trailer d'un film, autant dire qu'on n'a rien vu. Sur minimum 90 minutes, 2 minutes, c'est quand même pas grand-chose, hein. Et ne parlons même pas, bien sûr, de films plus longs et tout. Donc c'est vrai que c'est marrant en fait l'attitude maintenant par rapport au trailer, quand les gens refusent de voir un trailer pour ne pas être spoilé quoi. Non, je vais pas regarder le trailer, je vais pas être spoilé. Et ça fait presque penser à cette petite blague qui circule dans Illusion perdue de Balzac, où il y a dans le milieu journalistique, hein, voilà, où il y a comment un journaliste aguerri, expérimenté, qui dit au protagoniste, de toute façon, moi je vois pas les pièces dont je dois faire la critique parce que ça m'influence pour ma critique. Donc ne voyez pas les pièces, voyez pas les pièces de théâtre parce que ça pourrait influencer votre critique. Vous voyez un petit peu l'absurdité dans laquelle on est. Le mec a tellement peur d'être influencé ou spoilé qu'il peut pas voir la pièce dont il doit faire la critique parce que ce serait être spoilé ou influencé. Donc ça c'est une blague de Balzac mais qui est excellente. Parce que en fait du coup ça résume bien l'absurdité. Oui, comme quoi ces choses-là, voilà, bon là c'est différent parce que c'est sur un plan critique, voilà, etc. D'influence. Alors que là les gens c'est juste pour un effet de surprise bête. Mais voilà, on retrouve un petit peu comme ça cette tension de surtout pas voilà, être spoilé, voir les choses, etc. Donc, bon, puisque j'évoque voilà, le 19e siècle, voilà, les classiques et tout, c'est l'occasion de faire une petite incursion dans le passé. J'y ai fait allusion un petit peu avant, au début du podcast. Mais ce que je faisais un petit historique du spoiler, je sais que ça avait explosé comme ça, là, dans début des années 2000, avec la nouvelle génération de séries et tout, puis le téléchargement, etc. Mais le spoiler avant, comme je disais, en fait, le spoiler a existé aussi longtemps qu'il y a eu des surprises dans la littérature, et surtout dans une certaine littérature, hein, parce que donc avant le cinéma, avant les séries, voilà, il y a toujours eu des littératures plus ou moins à suspense ou haletantes comme ça, mais c'était un genre spécifique de littérature. Il y a des littératures qui ne reposaient absolument pas sur le moindre suspense, c'était pas du tout les enjeux, ça s'est pas construit comme ça dans la narration. D'ailleurs, c'est cette littérature qui est souvent considérée par un certain public comme chiante, justement, parce que les gens sont perdus dès qu'il n'y a pas une enquête, dès qu'il n'y a pas du suspense, dès qu'il n'y a pas un rebondissement, dès qu'il n'y a pas toutes ces recettes propres plutôt à l'écriture feuilletonesque, hein, l'écriture à la Dumas, etc., avec des rebondissements conçus comme ça par épisode et tout, des chapitres pas trop longs, où il y a une suite d'actions, de rebondissements, c'est très dialogué, enfin, toutes les origines de ce que vont être les séries et les romans policiers et les romans un peu de gare, faciles, sont déjà en germe, en fait, sont déjà là. Alors ça évidemment ça s'explose au 19e siècle, parce qu'au 19e siècle il se passe un truc qui est la presse, hein. Il y a eu l'invention de l'imprimerie par Gutenberg à la fin du 15e siècle, mais ça, à la rigueur, si vous voulez, ça a permis donc en effet de mettre sur papier des ouvrages importants, mais en exemplaires très limités, c'était des trésors, des œuvres d'art, ce qu'on appelle dans les incunables, hein, les premiers livres imprimés, etc., les incunables. Mais du coup voilà, mais la révolution qui est décrite par Balzac dans L'Illusion perdue, la vraie révolution, sans doute, ça a été la presse. Parce que là, on passe de l'imprimerie à exemplaires limités à l'imprimerie de masse, la presse. Et donc, l'imprimerie de masse, elle permet l'impression de journaux, les fameux journaux, comme ça, en rotatif, comme ça, qui sont imprimés en masse et donc qui sont distribués à tout le monde. Donc, du coup, une presse qui se répand davantage dans les foyers ou dans les cabinets de lecture. Tout le monde a accès à l'information. Et voilà, mais aussi, du coup, une presse, c'est-à-dire, ça se popularise, ça se démocratise. Mais du coup, il faut aussi quand même financer le journal. Donc, du coup, il faut mettre des pubs, de la réclame, ce qu'on appelle la réclame. Avec cette réclame, pour donner envie aux gens d'acheter et donc de ramener de l'argent au journal, il faut les rendre addicts. Et donc pour les rendre addicts, un moyen très simple, c'est de leur raconter des histoires.
et de couper cette histoire en morceaux, de numéro en numéro, pour qu'ils aient envie d'acheter le numéro suivant et qu'ils soient addicts au journal. Donc, c'est pour ça en fait que du coup très vite la littérature a partie liée avec le journalisme, et que du coup voilà les gens comme Balzac et Dumas ont collaboré avec les journaux parce que du coup c'était eux qui créent l'addiction, hein. Il y a aussi du coup outre-Manche bien sûr tout ce qui est Sherlock Holmes, Conan Doyle, tout ça et tout, hein. Voilà, donc vous voyez toute cette littérature comme ça en plus qui est restée très populaire, hein, c'est révélateur, qui est populaire parce que c'était lu par les gens, ça c'était vraiment les gens qui allaient au cabinet de lecture, qui allaient feuilleter leur petit journal, qui voulaient avoir la suite de l'histoire en bas du journal et tout. Puis bah, du coup, ça faisait des sous pour le journal, ça apportait de l'argent, la réclame, tout ça. Euh, on va dire que l'explosion, une pré-explosion de la notion de spoiler, qui s'appelait pas encore ainsi à ce moment-là, évidemment, et surtout pas en France, mais de cette littérature à suspense qui préfigure les séries, les fameux feuilletons, eh bien, c'est le 19e siècle, hein, c'est vraiment le cours du 19e, hein, années 1820, 1830, etc. Euh, et comment avant cela, effectivement, il y avait moins ces notions-là. Parce que comme la littérature était moins de masse, sa lecture était moins de masse, c'était un petit cercle plus privilégié qui lisait, qui pouvait se permettre d'acheter des livres, qui étaient plus rares. Du coup, c'était aussi des gens plus instruits, un peu plus élitistes. Alors, il y avait une littérature qui était un peu moins basée comme ça sur des effets de manche faciles, sur de l'addiction, parce qu'il y avait moins cet intérêt aussi à faire acheter aux gens la suite, parce que ça se passait pas comme ça. On n'imprimait pas forcément en morceaux, en épisodes comme ça. Le livre paraissait directement en un seul ouvrage, un seul volume. Et ce volume-là n'avait aucun intérêt à faire du suspense, en fait. Il faisait pas du suspense, il n'y avait aucun intérêt mercantile à faire du suspense. Il y avait un volume, on le lisait, point, terminé. Donc le suspense est très intimement lié à une notion d'addiction, de faire acheter la suite à quelqu'un et du coup de sérialiser le contenu, de couper en morceaux, etc. Donc tout ça c'est un peu de l'histoire littéraire, hein, mais bon c'est lié, hein. Donc tout ce qui est les auteurs à la Charles Dickens, Conan Doyle, au Royaume-Uni, Balzac, Dumas en France, et puis d'autres encore dans d'autres pays, hein. Je ne connais pas très bien les auteurs dans chaque pays qui faisaient l'enfeuille. Eugène Sue en France aussi, Eugène Sue, les mystères de Paris, tout ça. Euh, donc voilà, ça reposait là-dessus. Et c'est vrai que, et avant cela, et c'est vrai que, et avant cela, déjà bien sûr, à plus forte raison, mais même pendant cela ou après cela, dans une certaine littérature, le spoiler, appelons-le comme ça de façon anachronique, était encore monnaie courante et presque la norme. La norme en fiction. C'est ça qu'on ne se représente pas aujourd'hui. C'est qu'à la base, le spoiler, c'est précisément non pas ce qui repoussait les gens de lire un truc, mais précisément ce qui les amenait à le lire. On spoilait justement. C'était intrinsèque au récit. Ce qui révèle cela, c'est le titre des chapitres dans beaucoup de livres. Alors ça peut être par exemple dans Candide de Voltaire, les titres de Voltaire dans ses contes. Ça peut être les titres de Jules Verne. Jules Verne, hein. Alors, Jules Verne, pourtant, on se rapproche d'une littérature très populaire, hein, les voyages extraordinaires, tout ça, le tour du monde en 80 jours, de la Terre à la Lune, l'île mystérieuse, tout ça. On est quand même donc sur des ouvrages populaires, qui étaient très lus par la jeunesse, qui ont fait date, qui se sont installés dans la pop culture, tout ça. Donc on pourrait dire que là, on est dans des récits en plus qui justifiaient, puisque c'était des récits, il y avait quand même certains rebondissements. Jules Verne, c'est quand même de l'aventure, tout ça. On se demande ce qui va se passer par la suite. Il y a parfois des rebondissements. Donc c'est en plus une littérature qui se prêtait très bien à à ce suspense et du coup à éviter les spoilers, à créer des cliffhangers, etc. et à garder le suspense le plus intact possible. Et pourtant, beaucoup de titres de Jules Verne, tout comme ceux de Voltaire avant lui et d'autres époques, hein, eh bien, étaient des titres programmatiques. Donc des titres en fait dont rien que la formulation du titre du chapitre explicitement annonçait, spoilait le contenu du chapitre. Et pour aller plus loin, et c'était le cas chez Jules Verne, décrivait en détail ce qui allait se passer. C'est aussi le cas dans, alors là c'est très ancien du coup, mais Don Quichotte de Cervantes, les titres des chapitres en fait, sont, les sous-titres, bah, c'est la description du chapitre. Donc c'est par exemple le chapitre où Don Quichotte va combattre les moulins à vent et va en fait tomber de cheval, etc. Et en fait c'est une longue phrase qui décrit ce qui va se passer quoi. Et c'est pareil donc chez Jules Verne, le chapitre où l'on découvre que en fait Passepartout a fait ça dans le Tour du monde en 80 jours. Hein. Non j'entends, hein, je suis Passepartout de Fort Boyard, c'est pas Fort Boyard là. Hein. Là c'est Passepartout de Tour du monde en 80 jours. Hein. Le domestique de Phileas Fogg, le voyageur de Tour du monde en 80 jours. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que pendant longtemps, hein, et ça a encore duré même après que la littérature feuilletonesque soit apparue, les titres des chapitres non seulement étaient programmatiques dans leur formule, il y avait un titre qui annonçait qui annonçait la couleur, mais même une phrase liminaire au chapitre décrivait en quelques mots tout ce qui allait s'y passer, plus ou moins en détail, parfois c'était un peu plus détaillé, hein, et voilà, et ça se faisait couramment.
Et à ce moment-là, il n'était pas du tout question que ça dissuade le lecteur. Il n'y avait pas cette idée que la personne allait refermer le livre, que ça n'aurait aucun intérêt, que le suspense était mort, pourquoi lire ça. Enfin, d'ailleurs, les auteurs, et à juste raison, auraient pris ça très mal, auraient trouvé ça très vexant de dire ah ouais d'accord, donc en fait une fois qu'on sait ce qui se passe dans mon chapitre, en gros plus personne veut le lire, c'est pas intéressant. C'était plutôt vu dans l'autre sens, aujourd'hui un sens qu'on a complètement perdu malheureusement, de donner envie au contraire, de dire bah, je vous dis ce qui se passe dans ce chapitre pour que vous ayez une idée, vous puissiez vous préparer à ce qui va se passer, vous faites une petite idée de ce qui va arriver, et ça vous permet en fait de vous préparer à ça, et surtout d'avoir envie de voir comment on en arrive là, parce que du coup ça avait un effet teaser en fait, dire ah mais attends, du coup attends c'est le chapitre où attends Don Quichotte va combattre les moulins à vent, il va tomber, oh là là mais ça a l'air trop drôle, mais c'est quoi ce truc là, mais attends comment il en revient là, mais qu'est-ce qui lui prend, et là en fait on va lire, donc c'est un raisonnement complètement inversé. Alors voilà, on n'aime pas, mais c'est vrai que du coup c'était un peu du coup justement du spoiler volontaire et qui n'avait pas justement cette valeur de spoiler, de gâcher, de divulgacher. C'était pas du tout cette idée-là. C'était au contraire de donner envie, d'exciter la curiosité et voilà, de préparer le lecteur à ce qui allait se passer. Et puis aussi c'était très pratique sur un plan, il faut le dire, voilà, de manipulation du livre, parce que vous êtes perdu dans l'ouvrage, vous vous souvenez que vous étiez rendu à l'épisode des moulins dans Don Quichotte, ben faut regarder les chapitres et il y a celui qui tiens les moulins avant. Ah voilà, c'est marqué comme ça au moins je sais. Voilà, donc certains romans peuvent être très longs, donc pourquoi pas. Donc c'est vrai que voilà, le spoiler revient de loin à une longue histoire, mais surtout en fait dans son sens actif en fait de spoiler les choses. Effectivement, longtemps la littérature se spoilait elle-même et tout le monde était spoilé sur la littérature. Les mythes, la mythologie, tout le monde connaissait déjà les mythes. Il n'y avait pas de surprise dans la mythologie et dans la tragédie. Pareil, alors oui, c'est un exemple aussi intéressant. La tragédie antique, la fameuse tragédie grecque. Tous les gens qui allaient voir les tragédies grecques étaient spoilés sur l'histoire. Personne ne découvrait l'histoire d'Antigone, de Phèdre, de Oedipe en allant au théâtre. Il aurait fallu être un gros inculte qui n'a pas été éduqué, qui n'a même pas de culture populaire. Tout le monde connaissait les histoires de ces dieux ou de ces héros mythiques. Et on allait voir comment un auteur avait traité le sujet. Et on allait voir, même pour le plaisir de se faire re-raconter l'histoire. Mais on n'allait pas découvrir l'histoire. Et certains diraient, mais c'est pourtant incroyable parce que la tragédie reposant souvent sur des fins chocs, avec des morts, des suicides, et puis il y a des rebondissements aussi importants dans les tragédies, on pourrait dire, bah c'était bête parce que tout l'intérêt aurait été dans le choc, dans la stupeur, dans la surprise. D'ailleurs, la terreur et la pitié de la théorie de la catharsis dans l'art poétique d'Aristote, justement, on pourrait dire, aurait pu s'alimenter de cette surprise, de cette stupeur. En réalité, la tragédie a toujours préféré un ressort inverse, différent, qui était celui de l'ironie tragique. Et l'ironie tragique, c'est cette ironie, nous-mêmes, dont on est complice en tant que spectateur, on sait comment ça va finir. Et comme on sait comment ça va finir, c'est là que ça devient tragique. Parce que la fatalité peut se créer. Si on ne sait pas ce qui va se passer, on a encore de l'espoir pour le personnage. Et du coup, on est dans son illusion à lui qu'il peut arranger les choses. Du moment qu'on est complice des dieux, et que nous, on sait déjà comment ça va finir, c'est comme si on était des dieux omniscients, comme les dieux de la mythologie, et qu'on sait que quoi qu'il fasse, le héros va de toute façon pas pouvoir échapper à son destin et va subir son destin. Et donc, quand le héros a l'air de croire qu'il va s'en sortir, genre ah, quand je pense que j'ai réussi à déjouer les dieux, je vais m'en sortir, ou alors ah, j'espère que ça va marcher, l'ironie tragique peut se mettre en place parce que nous, on sourit intérieurement, peut-être un peu sadiquement, en faisant ça c'est ce que tu crois. L'ironie tragique se met en place grâce au spoiler. C'est parce qu'on est spoilé sur la tragédie antique que le tragique peut exister. Sans ce spoil, le tragique ne peut pas naître. On est dans autre chose. Et même dans des recettes récentes, ça a été utilisé. Dans Star Wars, dans La Revanche des Sith, George Lucas a choisi. Bon, moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais bon, enfin, c'est pas tant qu'il a choisi. Il a choisi d'insister sur cette notion de tragédie. Il a juste choisi de forcer le trait. Ça, c'est ce que j'aurais aimé qu'il ne fasse pas, forcer le trait. Mais en revanche, on était de toute façon forcément dans la tragédie, puisque on sait qu'il devient Dark Vador. Du moment que George Lucas choisit de raconter l'enfance de Anakin Skywalker, nous, on est spoilé, on sait qu'il devient Dark Vador. C'est pas une révélation. Personne n'a vu les nouveaux Star Wars, la trilogie des années 2000, en disant j'espère qu'il va s'en sortir ce gosse, j'espère qu'il va avoir une belle vie. On savait tous que c'était Dark Vador, c'était un spoiler. La trilogie Star Wars des années 2000 est un spoiler. Personne n'est arrivé en disant me dites pas surtout ce qui se passe avec Anakin, me dites pas ce qui va se passer avec lui. On sait qu'il va devenir Dark Vador, c'est une tragédie. George Lucas a repris la recette de la tragédie, on sait où le héros va. Et la tragédie, c'est que nous, on peut rien faire pour lui. On sait que quoi qu'il fasse, il va en venir là, malgré ses tentatives, malgré les réussites, etc.
il va inexorablement créer la chaîne d'événements qui va le mener tout droit jusqu'à ce que l'on sait être son destin. Et du coup, nous, on est complices de comme ça, muets, impuissants des dieux, à voir ce qui va se passer. Et donc George Lucas a énormément exploité ça, a fait du destin d'Anakin Skywalker une tragédie, parce qu'on était spoilé. Si on n'avait pas été spoilé, on ne pouvait pas avoir de nœud tragique. Donc le spoiler, le fait d'avoir la trame de quelque chose révélé, est inhérente à son intérêt parfois, fait partie de l'intérêt même d'un récit. Et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs, au cinéma comme en littérature ou en série, aiment bien commencer leur film ou leur série ou leur livre par un spoiler en quelque sorte, par la fin. On a pas mal d'histoires, même Fight Club. Fight Club, on commence directement par Edward Norton qui a un flingue dans la bouche et Tyler qui le menace. Alors on ne sait pas comment il en est arrivé là. Et justement, c'est là qu'il y a un aspect teaser justement qui s'opère. Mais comment on en est arrivé là? Et c'est ça souvent l'intérêt de spoiler un peu. C'est de révéler une partie de l'histoire précisément pour que l'intérêt suscité soit pas dans comment ça finit, on sait comment ça va finir, mais plutôt comment on en est arrivé là. C'est deux approches différentes. Il y a des intrigues qui vont préférer laisser tout le mystère sur plutôt la fin. Ils vont pas hésiter à révéler ce qui va se passer avant, mais pour eux, l'enjeu, c'est la fin. Il faut pas savoir ce qui va se passer à la fin, il faut que ce soit la surprise, la stupeur à la fin. Donc ça, c'est les séries à twist, ou les films à twist. Il va y avoir un twist final. Comme ça va pas être un truc à spoiler, et puis finalement, un truc à la fin va faire qu'il fallait surtout pas être spoilé, sinon la fin était cramée. Et inversement, il y a des récits qui vont cramer leur fin, qui vont éviter un twist, qui vont faire un anti-twist. On est directement prévenu de comment ça a fini, mais qui vont jouer plutôt sur le « alors, vous voulez savoir comment on en est arrivé là ? Comment on a fait pour en arriver à cette situation ?» Il va falloir regarder, il va falloir rester pendant tout le film pour comprendre comment on en arrive là. Et c'est un peu plus constructif en quelque sorte, parce qu'il y en a un qui va faire pchit à la fin et qui va avoir du mal à nous ramener à revoir le film, alors que là en fait on va avoir envie de vraiment en détail d'être attentif jusqu'au bout. Notre attention va être beaucoup plus captée. Voilà. Mais bon, voilà, chacun préfère un mode de narration différent selon ses goûts. En tout cas, voilà, donc c'est vrai qu'elle ressort tragique d'un côté, puis elle ressort plus du suspense, twist, spoiler de l'autre. Et donc tout ça, voilà, remonte à très loin. Mais c'est vrai que pendant longtemps, la littérature a plutôt préféré, révéler les choses, ne pas jouer sur la note du suspense parce que c'était pas du tout l'état d'esprit. Et encore une fois, même en remontant très anciennement, encore plus dans la période mythologique, encore une fois, où les gens, c'était tellement leur culture générale que tout le monde connaissait ces histoires-là et que personne ne venait pour être surpris. Les gens, au contraire, venaient pour se voir raconter une histoire qu'ils connaissaient par cœur, mais d'une façon différente, avec d'autres mots, une sensibilité différente d'un auteur, un Sophocle, un Euripide, etc. Et donc c'était ça, de là que venait l'intensité. Donc le spoiler dans l'autre sens, ne surtout pas savoir comment ça se termine, où on va, c'est plutôt moderne, c'est plutôt nouveau. Pendant longtemps, c'est le modèle inverse qui a dominé. Pareil pour l'Iliade, encore une fois, l'Iliade qui est un long poème héroïque, narratif, voilà, le fameux poème d'Homère. L'Iliade ou l'Odyssée d'ailleurs, les deux poèmes d'Homère, qui peuvent aussi traduire en prose, ressembler à des romans, une espèce de long roman comme ça de 400-500 pages. Ce sont des récits haletants, passionnants, mais à l'époque, personne ne découvrait ce qui se passait dedans. Avant même que vous ayez le temps d'arriver à l'âge de lire ces choses-là ou de les lire, vous en avez tellement entendu parler dès votre enfance. À l'époque, tous les petits Grecs connaissaient par cœur ça. On sait ce qu'on leur racontait avant de dormir, quoi. Donc, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez entendu parler de Mickey? Je peux faire un test. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez entendu parler de Mickey? Je ne crois pas que vous vous souveniez la première fois que vous avez entendu parler de Mickey, parce qu'on n'a jamais entendu parler de Mickey pour la première fois, techniquement. Mickey, c'est un personnage tellement pop culture qu'on a toujours connu Mickey. Ou Mario, je sais pas, par exemple. Il y a comme ça des personnages de pop culture, on les a toujours eus autour de nous, on a toujours entendu parler d'eux. Ce qui fait qu'on n'a jamais appris à les connaître, en quelque sorte, au sens découvert qu'ils étaient. Ils ont toujours fait partie de notre imaginaire. Et ben, c'était le cas pour les petits Grecs avec Achille, avec Hector, avec Priam, avec Paris, avec Hélène. C'était leur imaginaire. Donc, ils ne découvraient jamais. Homère, c'était pas une découverte. C'était juste enfin lire le texte et voir comment l'histoire est racontée. Et en plus, selon la tradition orale, c'était différent. Mais il y avait pas de. C'était spoilé. Ils savaient très bien que Hector mourait, que Achille mourait bien sûr aussi ensuite. Ils connaissaient tout. Ils connaissaient tous les principaux épisodes. Il n'y avait pas de suspense ou de surprise. Mais malgré tout, il y avait toujours ce plaisir à revivre l'histoire d'Ulysse sur le bateau, est-ce qu'il va quand même s'en sortir, il n'a pas les oreilles bouchées, son équipage oui, avec les sirènes, etc. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper de l'antre de Polyphème? Est-ce que Hector et Achille, qui va gagner le combat, alors qu'on sait très bien que c'est Achille d'abord qui tue Hector et qu'Achille mourra plus tard pendant la prise de Troie. Enfin, voilà, c'est
c'est comment des choses qui étaient connues. Donc voilà, les ressorts du suspense et du spoiler étaient différents. Et donc bah voilà, on est arrivé dans cette ère moderne, plutôt nouvelle, hein, à partir du feuilleton du 19e siècle. Et puis bah évidemment, avec les séries aujourd'hui, ça a pris des proportions, je vous dis, hystériques. Là par contre, vraiment, je pense que là on a passé un cap. Le spoiler aujourd'hui tient selon moi, et donc c'est l'objet de ce podcast en bonne partie, de l'hystérie collective quasiment. Ça devient délirant. Je répète encore une fois, il y a des gens qui s'engueulent à cause de ça. Il y a des gens qui se font la gueule à cause de ça. Il y a eu des bouderies de couple, des grèves du sexe peut-être, des moments de tension dans les bureaux, parce que quelqu'un a spoilé l'autre, et c'est quoi ça, comme de l'irrespect, comme quelque chose de grossier, voilà, de mal poli, de mal élevé, ça se fait pas. Et il y a des précautions acrobatiques qui sont prises pour ne pas se spoiler. Et là, on arrive en fait à un degré d'absurdité, parce que qu'on veuille, de préférence, que ce soit ce qu'on appelait dans le stoïcisme un préférable, que d'avoir la petite surprise, ça peut peut-être se comprendre, allez, on fait partie du petit plus, du supplément. Mais de mettre un tel enjeu dessus, au point de péter des câbles, de réagir agressivement, voire même de perdre tout intérêt pour la chose qu'on était si excités de voir juste parce qu'on a été spoilé, ça pose quand même de graves questions narratologiques en termes de spectateurs et de narratologie, et même de relations et d'hystérie et d'enjeux mis sur le suspense quand même. Là vraiment ça va trop loin. Est-ce que c'était la seule valeur, toute la valeur et tout le prix que vous mettiez dans cette œuvre, dans ce récit? La surprise, c'est tout, ça repose que sur ça, c'est une affaire de surprise. Si la surprise est cramée, ça n'a plus aucun intérêt pour vous. Alors ce surinvestissement autour du suspense de la surprise, évidemment, le coupable, il ne faut pas le chercher bien loin. Il y a bien sûr la littérature feuilletonesque qui est un peu comme ça, mais ça allait encore. Ce qui a vraiment donné ces lettres de noblesse, entre guillemets, ces titres de noblesse au spoiler, c'est le policier. C'est le roman policier. Voilà. Le vrai coupable de cette narration reposant uniquement sur la surprise et la révélation, c'est le roman policier. Ça vient de là. Et quand on connaît l'essor, le succès énorme du roman policier, qui est sans doute le genre le plus lu au monde et le plus vu, parce que le nombre de séries policières qui reposent sur l'enquête, l'investigation, les flics, on part de Auguste Dupin, le personnage principal des nouvelles d'Edgar Allan Poe, l'assassinat de la rue Morgue, etc. Donc qui est lui-même l'ancêtre de Sherlock Holmes, hein, Conan Doyle s'est inspiré de ça. Donc après on a Sherlock Holmes, et puis après on arrive dans les grands enquêteurs, les grands romans policiers, bien sûr les Agatha Christie, etc. Et puis après on arrive carrément au cinéma et tout. Bon bref, il y a une grande tradition, hein, voilà, je ne suis pas spécialiste du genre, mais il y a une grande tradition du roman policier, même on va dire même d'espionnage ou d'aventure, on peut ajouter Fantomas, Arsène Lupin, tout ça. Bon, tout ça c'est une littérature très populaire. Moi personnellement, je vous dis, à laquelle j'accroche pas, moi j'aime pas du tout ni le style d'écriture, ni ce que ça raconte, ni les personnages, ni le mécanisme de narration, c'est pas du tout ma tasse. Moi j'aime beaucoup les romans psychologiques où il y a moins de dialogue, où il y a beaucoup d'introspection et qui ne reposent pas sur comme ça des rebondissements de l'action. Voilà, bon, moi je suis école Stendhal, Proust, etc. Bon, bien sûr, à la rigueur, les essais, tout ça et tout. C'est vrai que j'avoue que moi j'ai jamais accroché aux policiers, ni modernes, ni anciens, ni classiques, ni récents, ni film, série, ni littérature. Il y a des choses que j'aime qui côtoient le genre policier, voire qui sont des thrillers ou du policier, ça arrive, parce que le fait est qu'il y a des très grands films, des très grandes œuvres dans ce genre-là, et qu'une grande œuvre est une grande œuvre et que ça a quand même réussi à m'intéresser. Mais j'ai envie de dire que ça a toujours été en dépit du fait que c'était policier, pas grâce au fait que c'était policier. C'est en dépit du fait que c'était un policier. J'ai accroché parce que l'ambiance, parce que etc. Moi j'adore Seven par exemple, de David Fincher, le film. J'ai pu aimer la série Sherlock Holmes, voilà, je trouvais que le personnage était cool, etc. Celle de la BBC par exemple. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses policières que j'ai pu apprécier. Je trouve d'ailleurs que la Agatha Christie adaptée au cinéma ou dans les séries, ça a un petit charme, le côté un peu années 20, l'année folle, tout ça, les années 30, un peu suranné comme ça, voilà, bon, mais c'est vrai que les intrigues policières ne m'intéressent pas dedans. Moi j'ai un problème, j'ai un manque de curiosité viscérale pour ce qu'on appelle le whodunit. Whodunit en anglais, hein, c'est qui l'a fait, quoi. C'est-à-dire que l'effet Colombo, on va dire, hein, alors justement l'effet Colombo, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'effet Colombo c'est l'inverse, c'est pas ça, mais c'est que dans le mécanisme du policier, il y a un meurtre au début, et le but c'est que c'est censé tellement nous rendre curieux, nous obséder comme mystère, que on veut rester jusqu'au bout pour avoir le fin mot de l'histoire. Et moi j'ai un problème, j'ai toujours eu un manque de curiosité monstrueux pour ça. Ça m'a jamais intéressé. Qui a tué qui? Je sais pas, le fait de tuer ça ne m'intéresse pas, je crois. Je vais être passionné à la rigueur par des histoires de ce que pense l'autre et machin, etc. Rentrer dans les trucs psychologiques. Mais l'acte, avoir tué, ou qui a volé, ou qui a dérobé, ou qui s'est enfui, je sais pas quoi,
Les enquêtes comme ça, moi ça me fait bailler 3 coups, j'arrive pas à rentrer dedans, ça n'arrive pas à me capter. Alors c'est pour ça que je trouve intéressant, je parlais de Columbo. Columbo est connu comme série est une série qui tue son suspense volontairement. C'est-à-dire dans Columbo, on a quasiment un nœud tragique, voyons, on retrouve le nœud tragique dont je parlais. On sait déjà non seulement qui a fait le coup, parce qu'en fait la série prend le parti de nous mettre dans la confidence, pas Columbo non, on ne sait pas, autrement il n'enquêterait pas, mais la série nous met dans la confidence de qui a fait le coup, on voit le meurtre et le coupable, et en plus la série, comme on sait que Columbo est censé être un bon inspecteur, on sait qu'il va confondre le coupable. Ce qui fait que là on entre plus dans un tragique par rapport au coupable, et on est plus dans l'idée comment Columbo va s'y prendre pour le confondre, comment il va le coincer. Nous on sait qui c'est. On sait qui c'est, et on sait que très vite, Columbo va se faire une idée de qui c'est aussi. Et va jouer un petit peu, la fameuse question de rallonge de Columbo. Une dernière chose, monsieur. Voilà, la fameuse question de 1 minute pour un peu troller le coupable pour que lui-même craque, en fait. Voilà, c'est des ressorts connus, ce qui fait que cette série est devenue culte. Et donc, voilà, là, en fait, on sait qu'il va se faire avoir, mais comment il va se faire avoir, qu'est-ce qui va le trahir, comment l'autre va s'y prendre. Donc là, on retrouve un peu comme ça des mécanismes. On tue le suspense volontairement pour se concentrer sur l'essentiel. Parce que le spoiler, malheureusement, le suspense nous fait passer parfois à côté de l'essentiel. Les gens sont tellement concentrés sur la surprise que on en vient en fait à perdre le plaisir du voyage. C'est un peu, voilà, je vais faire 2 comparaisons. Une très triviale, voire carrément scabreuse, et puis l'autre un peu plus dépaysante. Les voyages et la sexualité. C'est comme si, on le sait, voilà, dans les voyages, il y a ceux qui focalisent sur la destination et ceux qui préfèrent le voyage lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez dans un voyage? Vous préférez arriver sur place et la destination elle-même, ou vous préférez le moment où vous allez vers la destination? Alors ça s'est perdu parce qu'aujourd'hui on va très vite. Il faut aller très vite à la destination, on prend l'avion, en 1 heure on y est, ou en 2 heures, etc. Mais à une époque, les voyages c'était toute une expédition. On partait ou en calèche, en malle-poste, ou alors on prenait le train pendant des heures, etc. Et les gens encore prennent le train aujourd'hui, et moi je suis très train. Et ça, ce sont des gens typiquement qui aiment prendre leur temps et qui mettent plus de valeur sur le voyage lui-même, le déplacement, que sur la destination. Et sexuellement, c'est comme si vous focalisiez sur la finalité, voilà, qui est normalement la jouissance, l'orgasme, etc. Et que il y avait que ça qui comptait. Vous êtes focalisé. Vous êtes, en plus, pourtant, vous êtes spoilé. Vous savez à peu près à quoi ça ressemble normalement, en quoi ça consiste, etc. Vous savez à peu près où vous allez. Mais vous êtes focus. Vous voulez aller là. Vous êtes focus, mon plaisir, l'orgasme, la jouissance. Et que vous ne faites pas assez attention à tout ce qui va se passer avant pour en arriver là. Qui est normalement, je pense, la plus grande source de plaisir, surtout sur le plan émotif, ce qui est le plus intense et plaisant. Tout ce qui va précéder et qui va mener à cette destination-là. Qui en elle-même est assez éphémère, il faut le dire. Donc, c'est toute une philosophie, une approche des choses en quelque sorte, tout ça. Et c'est vrai que c'est un de mes reproches sur la notion de surfaite de spoiler et de suspense, c'est que c'est mettre beaucoup d'enjeux sur quelques petites minutes de révélation, de frisson, peut-être de jouissance, effectivement, comme ça, d'orgasme, de suspense, de surprise. Oh mon Dieu, mais oh là là! Oui, c'est très intense sur l'instant, mais c'est très éphémère. Ça ne revient pas. Et ça nous a fait passer quasiment cette obsession de préserver ça, nous a fait passer complètement à côté du reste. Alors certains diraient mais non, mais pas du tout, au contraire, justement on apprécie d'autant mieux l'avant parce que justement c'est pas où on va et que du coup c'est une montée en puissance, etc. Oui, mais quelque part, justement, le fait de ne pas savoir, vous savez, c'est comme pour le nœud tragique, vous bloque sur ça. Vous êtes tellement dans l'attente que vous avez presque une impatience par rapport au récit. Allez vite, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et là en fait, au moins quand vous êtes débarrassé de cette obsession, vous pouvez vraiment vous détendre et vous concentrer sur autre chose, sur l'essentiel. Alors là, je vous fais quasiment, c'est marrant, ça fait presque penser, excusez-moi, je fais encore un parallèle grivois, mais à Marié à tout prix, là, je suis quasiment en train de vous faire un parallèle narratologique de la tirade de Woogie dans Marié à tout prix, le meilleur ami de Ben Stiller dans le film de Ted, qui lui fait la leçon avant les rendez-vous amoureux. Il lui dit, non mais avant un rendez-vous amoureux, mec, il faut à tout prix que tu te paluches, quoi. Il faut que tu te branles, parce que le problème, c'est que si tu te branles pas, tu vas être obsédé pendant toute la soirée par le fait de baiser, et ça va te cramer la soirée, et tu vas pas être naturel, et tu vas être un peu tendu, etc. Alors que si tu t'es branlé, c'est bon, c'est fait, ça y est, tu l'as eu, t'as eu ton petit orgasme, etc. T'es soulagé, t'y penses plus, tu peux vraiment réfléchir comme une meuf. Et ça, les meufs, elles adorent ça. C'est dans le film, je vous renvoie à Marié à tout prix. Mais oui, je fais un petit peu ça en quelque sorte. Je vous dis que quand vous êtes débarrassé de cette obsession du spoiler et du suspense, vous êtes un meilleur spectateur quelque part parce que vous êtes attentif à des choses plus essentielles et vous êtes détendu. Alors que cette tension permanente qu'instille le spoiler, la surprise et tout, vous rend un petit peu comme ça nerveux, fébrile, et vous fait passer à côté de l'essentiel et du reste. Alors, j'ai plusieurs fois été amené, pour ma part, sur des forums, sur des pages, des discussions, à me qualifier de spoiler-proof.
hein, à l'épreuve des spoilers, quoi. Comme Waterproof, mais avec les spoilers, hein, voilà, ouais, spoiler proof. Alors, non pas que je sois omniscient, hein, non pas que ça veut dire qu'on peut pas me spoiler parce que je sais déjà tout, hein, c'est absolument pas le cas, mais parce que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de me faire spoiler. Voilà, j'en ai toujours eu rien à foutre, ça remonte à très loin, parce que ça remonte déjà à l'époque de Lost. Ça remonte déjà à l'époque de Lost dont je parlais, là, sur les forums, avec la petite mention spoiler, là, sur les forums, même pour d'autres séries. Alors, quand même, pourtant, on pourrait dire quand même, bah non, mais là, c'est quand même limite maso, c'est limite masochiste. C'est-à-dire que t'as quand même une opportunité, on prend des précautions pour pas que tu sois spoilé sur le prochain épisode. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas déjà lire ce qui se dit dessus. Alors, il y a deux démarches différentes. Il y a vraiment aller au devant de l'information volontairement. Vraiment, bah tiens, je vais aller lire tout le contenu de l'épisode avant de le voir. Ça, je ne l'ai pas toujours fait. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé pour des films, pour des séries, effectivement, de dire, bon bah, je vais déjà aller lire tout ce que je peux dessus, et puis bah, je saurai déjà tout. Après, il s'agira de voir, et ça sera ça le plus intéressant, et de revoir ensuite encore mieux. Mais voilà, ça m'est arrivé, mais c'est pas systématique, c'est pas une démarche voilà, que je fais toujours. En revanche, oui, quand une information voilà, me tombait dessus, quand je m'intéressais à une discussion, puis paf, le spoiler tombait, j'en faisais pas une maladie, je tombais pas dans les pommes, je m'entendais dire mon Dieu, scandale, je portais pas plainte pour irrespect, manque de savoir-vivre de spectateur à spectateur, etc. J'étais pas outré, voilà, j'avais été spoilé, paf, c'est le jeu, hein. Et pour moi, ça ne se situait pas là, l'intérêt. Donc cet enjeu énorme mis autour du spoiler, par certains en particulier qui sont complètement hystériques sur le sujet, évidemment ça relève de cette esthétique du mystère en fait. C'est l'esthétique du mystère, hein, issue du roman policier, du monde du policier, du roman à suspense, etc. Et, euh, et en fait, ça s'inscrit aussi plus largement, en fait, évidemment, dans une appétence de l'être humain pour le mystère, hein, pour sa curiosité. Alors en plus, une qualité ou un défaut que je partage largement, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Mais justement, il y a presque une tension en fait entre d'un côté notre appétence au mystère et en même temps notre curiosité. Le mystère, pour subsister, a besoin d'absence de réponse, et la curiosité, pour être satisfaite, a besoin de réponse. Alors on fait quoi? Alors les gens qui sont plus curieux que portés au mystère, vont peut-être effectivement du coup mieux s'accommoder des spoilers et vont préférer avoir leur réponse. Les gens plus portés évidemment sur le mystère, qui sont plus excités sur l'absence de réponse, vont retarder le moment de la révélation de la curiosité. Ah, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas curieux, parce qu'au contraire, ils jouent avec leur curiosité. Je pourrais à nouveau faire un rapprochement érotique sexuel, décidément. On va prendre pour un obsédé, en fait, bon, apparemment, il y a quand même des parallèles, hein, mais c'est un peu comme ce qu'on appelle edger, to edge en anglais, hein. Edging en anglais. Donc edge, ça veut dire bord, hein, le bord de quelque chose en anglais. Et edging, en gros, c'est le terme utilisé pour quand sexuellement, en fait, on retarde le moment ultime, quoi, le moment de l'extase. Voilà, on retarde, et en fait, à force de retarder, on espère intensifier la chose, et puis c'est excitant, et puis on fait durer le plaisir, etc. Et donc voilà, encore une fois, on retrouve cette relation quasiment parallèle à la sexualité avec ça. Est-ce qu'on se précipite vers la finalité, ce qui est peut-être un petit peu dommage quand on le fait volontairement? Est-ce que voilà, on ne s'en préoccupe presque pas, ça vient quand ça vient, ou est-ce que comme ça on crée voilà on retarde, on fait durer le plaisir. Alors bien sûr, il y a une véritable pertinence à faire durer le plaisir et à retarder, hein, certains même pourraient rapprocher ça du tantrisme, etc. Mais bref, bon, pour achever cette incursion, ce parallèle hasardeux sur la sexualité, euh, tout ça, ça s'inscrit donc dans une esthétique du mystère qui a pris une énorme place et dans laquelle moi pour ma part je me retrouve pas du tout. Euh, et en fait où il y a une espèce de chassé-croisé dans les démarches. Parce que les personnes qui aiment le mystère, elles veulent leur réponse au final. C'est juste qu'elles retardent, elles font du plaisir, mais elles veulent leur réponse au final. Elles voudront leur réponse. Mais elles aiment par-dessus tout ce mystère, ce moment où cette surprise, cet effet de surprise, quand à la révélation des réponses, et cette révélation quand elle est progressive. Moi, ce serait carrément l'inverse. Alors peut-être plusieurs autres aussi, hein. D'ailleurs je peux même le dire parce que je pense même à des personnes, mais moi, ce serait plutôt l'inverse. J'en ai rien à foutre du mystère, et c'est une notion qui a tendance à m'agacer, que je trouve très surfaite. Donc, j'estime que quand il y a des réponses disponibles, je les veux
ASAP, comme on dit en anglais, hein, SAP, hein, voilà, as soon as possible, aussi vite que possible. Je ne vois pas de raison à la rétention d'informations. La rétention volontaire d'informations, les mystères pour les mystères, ça m'énerve. Quand je sens que quelqu'un, ça peut être dans la vraie vie, ça peut être dans une fiction, a les réponses, je comprends pas pourquoi, en fait, on retarde la révélation de ces réponses, pourquoi on fait dans le mystère, pourquoi on fait dans... Moi, je sais pas, je te dirai plus tard. Ça m'insupporte. Euh, en revanche, une chose dont je m'accommode bien, c'est que quand ces réponses n'existent pas, ça peut arriver, certaines choses n'ont pas de réponse, je m'accommode assez bien de l'absence de réponse absolue de ces choses-là. Vous voyez, chassé-croisé, la plupart des gens ne supportent pas qu'il n'existe pas de réponse dans l'absolu, mais adorent le mystère et qu'on fasse durer le plaisir et le teasing et qu'on retarde l'arrivée de ces réponses, mais compte bien sur ces réponses. Moi, c'est l'inverse. Je veux ces réponses quand elles existent. Je les veux, je vois pas de raison de les retarder, je n'aime pas le mystère, je n'aime pas les gens qui font des manières, qui font du teasing. La réponse existe, bah, soit clair, soit franc, soit honnête, dis-le moi. Mais s'il s'avère que la réponse n'existe pas, qu'il n'y a pas de réponse, ça peut être une grande question métaphysique par exemple, eh bien, je me remettrai très bien. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, je l'accepte et je peux vivre sans ces réponses. Et je peux même apprécier pour le coup la part de mystère dans l'absolu qu'il y a au fait qu'il n'y a pas de réponse. Donc c'est un chassé-croisé total. Et c'est peut-être ce qui a expliqué mon approche très différente de Lost en fait. Les gens ont adoré la part de mystère de Lost, ce côté teasing permanent, mais comptaient sur des réponses au final. Et moi, c'était l'inverse. Je m'en foutais qu'il n'y ait pas de réponse dans Lost, dans l'absolu. Je m'en foutais qu'il n'y ait pas de réponse à toutes les questions. C'était pas si grave. Mais l'important était de ne pas autant les poser aussi lourdement et de faire autant de mystère dessus. Je me serais très bien accommodé d'une réponse quand il y en a une. Voilà, franche, claire, directe, pas de mystère, pas de manière. Et puis bah, si on n'a pas, c'est pas grave. Vous voyez, c'est complètement l'inverse. Ce qui a fait que là où des gens ont été déçus, moi j'ai apprécié, j'ai été satisfait. Et là où des gens ont adoré, ont apprécié, ont été satisfaits, eh bien moi ça m'agaçait. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes vous par rapport à ça. Voilà, vous pourriez me dire dans les commentaires, vous, comment vous vous situez par rapport à cet aspect, cette tension entre le mystère et la curiosité. Mais en tout cas, tout ça, ça se répercute dans la même. Vous voyez, je parlais de sexualité sans aller voilà, là-dedans, même dans les relations humaines. Dans les relations humaines, évidemment, a fortiori dans la séduction, on retrouve ces aspects-là, cette tension-là. Et là encore, je me retrouve en décalage. Parce que qu'est-ce qu'on entend dans la séduction? Le coup classique. Oui, alors surtout, ne parlez pas trop de vous tout de suite, ne dites pas tout, gardez une part de mystère, c'est important. La séduction, c'est le mystère. Si la personne, c'est tout de vous, s'il n'y a plus rien à découvrir, s'il n'y a plus de mystère, elle se désintéresse, c'est plus intéressant. Donc voilà, la séduction, c'est jouer sur le mystère, retarder les réponses, etc. Euh, et en fait, mais fuck le mystère, mais je déteste le mystère, moi, mais je ne supporte pas le mystère. Quand je sens que quelqu'un a les réponses à mes questions, est en mesure de m'expliquer qui il est, qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi, etc. Quand il y a des réponses, pourquoi les retarder? C'est quoi cette rétention d'informations? Alors moi, les coquettes, les petites mystérieuses là, et pareil hein, en version masculine, hein, voilà pour les fiches, moi je comprends pas ce surinvestissement du gars, le Edward Cullen là, à la Twilight là, qui fait j'ai des secrets, je ne peux pas te dire, c'est pour te protéger, non, non, tu sauras plus tard. Enfin, tout cette esthétique et ce maniérisme du mystère, de je te dirai plus tard, tu verras, je peux pas le dire, je réponds pas, je laisse un silence, ouais, je suis mystérieux, t'as vu, je suis trop dark, t'as vu, tu te demandes hein, ce qu'il y a derrière cette façade. Mais pour moi, ça, c'est de la gaminerie. C'est vraiment le degré zéro, c'est l'immaturité totale en matière de relations humaines. Il y a des réponses, elles existent. Eh bien, je te pose une question, réponds-moi franchement, clairement, honnêtement. Il y aura bien assez de choses qui resteront dans l'ombre et de mystère malgré nous. Alors, franchement, ce qui peut être dit clairement, communiquons, quoi. Communiquons ensemble. Et donc, aussi bien, moi, de la part de l'autre, c'est une attente que j'ai de la part de l'autre, mais que j'espère que l'autre attend de moi aussi. Si j'ai quelqu'un que je désintéresse à mesure que je parle de moi, il y a quand même un problème quand même. C'est-à-dire que plus on fait connaissance, plus la personne se désintéresse. Alors, ça peut être pour des bonnes raisons, juste elle aime pas ce que je suis, là ça s'explique bien. Mais si c'est ah ouais, mais il n'y a plus de mystère, c'est plus amusant, il y a le côté boîte magique qui est un peu essoufflé, non mais là faut arrêter. Enfin, non, désolé, moi je vais te spoiler sur ma personnalité autant que possible parce que tout ce que j'ai comme information, je vais le partager avec toi, généreusement d'ailleurs et avec plaisir. Hein, tout ce que je peux te dire, je te le dirai. J'ai pas de raison de faire le mystérieux, là, de jouer les énigmatiques. Et inversement, en face, j'espère qu'on aura une personne qui est ouverte, qui va partager, qui va être dans cette générosité en termes d'information. Tout ce qu'elle peut me dire sur elle, je suis preneur et je veux le savoir. Il n'y a pas de raison de le cacher pour le cacher. Si en revanche, effectivement, il n'y a pas de réponse à certaines questions qu'elle-même ne sait pas, je saurais très bien m'accommoder de cette absence de réponse. Et c'est là que les autres, là, vous voyez, on retrouve le parallèle,
que ceux qui adoraient le mystère, qui adoraient l'absence de réponse sur le coup, qui trouvaient ça excitant. Quand certaines questions s'avéreront ne pas avoir de réponse ou n'auront jamais de réponse, là ils vont pas supporter. Là c'est eux qui vont commencer à paniquer, à dire non mais attends quand il peut ne pas y avoir de réponse, etc. Voilà, donc c'est vraiment un chassé-croisé total. Mais voilà, moi je trouve que ce rapport au mystère est très puéril et très enfant. Me semble, moi il me relève quasiment, alors j'aime pas utiliser ces termes-là, mais de l'immaturité, parce qu'il y a un côté très gamin. Et que si on n'est pas capable de faire face aux réponses, et surtout à leur absence de réponse, effectivement, quand vraiment il n'y en a pas, mais à ne pas jouer comme ça, un peu comme le Forda finalement, hein, de Freud quasiment, hein, le Forda, hein, viens là et puis pars, viens là, puis pars, hein, je te rapproche, je t'éloigne, etc. Puis ce petit jeu de teasing, alors certains diraient justement ça puise ses racines très loin dans notre psychologie, peut-être que c'est la façon d'être normale et saine, et l'humain est ainsi, mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai beaucoup de mal à me retrouver là-dedans, en fait. Et du coup, beaucoup de séries me tapent sur le système parce que je sens cette rétention d'informations volontaire. Donc, masochiste, en fait, juste pour créer des petits effets de manche et faire dans le maniérisme du mystère. Et ça m'insupporte. En revanche, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. On passe à autre chose et on laisse ça dans l'ombre. Et ce qui fait que certaines questions métaphysiques, pour moi, n'ont pas besoin de réponse. Et même pas métaphysique, en fait. Hein, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de connaître l'origine, par exemple, de l'amour, du sentiment amoureux. Je m'accommode très bien de son mystère, dans la mesure où je pense qu'il n'y a pas de réponse à un moment donné à cela. Pourquoi on est homosexuel, pourquoi on est hétérosexuel, pourquoi l'amour c'est comme ça, pourquoi cette personne-là et pas une autre. J'accepte très bien cette part de mystère dans la dimension amoureuse. En revanche, quand il y a des réponses, j'aime les avoir. Et là, dans la séduction, je suis pragmatique et j'aime bien savoir qui est la personne en face. J'aime pas qu'elle me fasse des mystères, des secrets, des cachotteries. Je déteste les secrets, les cachotteries. Je trouve ça très malhonnête, je trouve ça très suspicieux et je trouve ça très frustrant pour être frustrant, un peu pour rien. Il y a bien assez de questions sans réponse dans la vie, pas besoin de s'en ajouter. Donc les spoilers, vive les spoilers, aussi bien dans la fiction que dans la réalité, chez une personne que dans une série, un film ou un livre. Spoilez-moi, moi je suis spoiler-proof. L'important c'est la communication, de pouvoir parler. Et le spoiler est un frein à la communication. Voilà, moi, du coup, moi je trouve que le spoiler mène à des choses très superficielles. Encore une fois, je réaccuse le policier, surtout quand le policier n'a même pas le mérite d'être un peu bien écrit, vraiment créatif et bon, et vraiment du pulp comme ça, du policier de base et tout, consommé au kilomètre avec bourré de dialogue, et, etc. Toutes les daubasses là qui paraissent, etc. Moi je déteste ce genre parce que c'est vraiment c'est de la dope. On voit bien de son les gens, on leur enlève la notion de surprise, ils s'intéressent même plus au truc parce qu'au fond eux-mêmes savent que ça ne vaut rien en fait en dehors de la surprise elle-même de la révélation finale, ça ne vaut rien en dehors de ça, ils savent eux-mêmes que ça n'a aucun intérêt, donc c'est quand même vraiment piteux pour l'œuvre, quoi. C'est vraiment une triste image de l'œuvre. Donc l'œuvre ne vaut que ça, l'œuvre ne vaut que pour sa surprise et pour sa fin. Et, euh, et là je parle aussi bien en tant qu'auteur personnellement que en tant que spectateur, très fan de certaines œuvres que je trouve grandioses, qui valent mieux pour moi que leur twist ou leur surprise. Mais je vous assure que j'ai vraiment mal à mon cinéma ou à ma littérature quand je vois des gens dissuadés de regarder un film comme Sixième Sens parce qu'ils ont été spoilés quant au fait que Bruce Willis est en fait, le psy en fait est mort et depuis le départ est un fantôme. Oh putain le con. Oh le con. Oh que je suis bête. Ah quel étourdi. Ah j'ai fait la boulette. Je vous ai spoilé. Ah, je suis désolé. Hein. Ah là là là. Bah oui, il n'y a plus aucun intérêt. Ah bah non, bah là, il y a. Bah non, mais. Bah pourquoi vous iriez regarder un film qui a coûté des millions de dollars à produire, qui dure 1h45, avec des grands acteurs, où il y a de l'émotion, la musique de James Newton Howard? Pourquoi vous regarderiez ce film que des gens ont mis des mois à faire? Hein? Bah, alors que vous savez maintenant que Bruce Willis est mort, que le personnage de le psy est mort et que depuis le départ c'est un fantôme que voit l'enfant. Oh là là, mais c'est bon, mais non plus la peine de le voir. Pourquoi voir ce film? Aucun intérêt, n'est-ce pas? Voilà, bon. Écoutez, en plus, alors là, ça pose une question intéressante en plus. Le film Sixième Sens date de 1999. Donc ce film maintenant, là au moment où je fais ce podcast, a plus de 20 ans. Hein. Alors ça pose la question intéressante de la prescription du spoiler. Et on parle de prescription en droit. Hein. Il y a prescription quand on estime qu'il s'est passé trop de temps depuis le délit, depuis le crime, et que du coup, il n'est plus punissable ou poursuivable en fait. C'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Alors, ça peut choquer, hein, parce qu'à quel moment il est trop tard pour avoir fait quelque chose de mal. Bon, mais il y a prescription, voilà. Et donc le spoiler c'est intéressant parce que le fait est que tout le monde n'est pas né à la même époque, hein, voilà, et donc il y a sans cesse un nouveau public qui émerge, hein, de jeunes gens, etc., qui se renouvellent et qui n'ont pas encore vu les choses. Mais en même temps des choses qui existent depuis très longtemps avant eux.
Et parfois aussi, ça peut être des gens qui eux-mêmes étaient déjà, pas âgés, mais enfin bon, déjà bien là quand l'œuvre est parue, puis ils l'ont toujours pas vu, ils ont mis du temps à la voir. Et puis, ben, ils sont quand même encore là. Ah, me spoil pas, non, me dis rien, surtout me dis pas, je l'ai pas encore vu, me spoil pas. Et là, se pose la question de dire, ouais, d'accord, mais je veux dire, ça fait 20 ans que le machin est sorti. Donc, je te spoil pas, je veux dire, bon, il y a prescription, mec, je veux dire, si en 20 ans, t'as pas trouvé le moyen, un petit moment pour regarder le film, c'est presque pas mon problème. On peut estimer à ce moment-là que, voilà, ceux qui voulaient le voir l'ont vu, et les autres, c'est que ça les intéressait pas tant que ça. Donc, désolé, je vais quand même spoiler. Voilà, donc c'est intéressant en fait cette notion de spoiler avec des temps importants. En parlant même pas de littérature, hein, quand un ouvrage a 200, 300 ans, voilà, bon, ça me fait marrer quand les gens disent attention, me spoil pas, me spoil pas. Oui, enfin bon, l'ouvrage a 300 ans, c'est devenu un classique. Bon, tout le monde sait que Madame Bovary meurt à la fin. En plus, au passage, moi je fais sur la blague. Enfin, dans un classique, croyez-moi, vous partez du principe que quelqu'un meurt à la fin, de préférence par suicide, et voilà, vous vous spoilez tout seul. Ça, comme ça, parce que simplement c'est comme ça que ça se passe. La littérature, ça finit souvent avec un mort et généralement un suicide, c'est comme ça. Donc vous vous spoilez la moitié des classiques, c'est les trois quarts, en partant de ce principe-là déjà. Voilà. Bon. Mais voilà, enfin bref, on s'en sort pas en réalité, parce que le spoiler, encore une fois, est une rupture de dialogue. On peut plus parler de rien. Si on doit s'abstenir de spoiler, alors dans un monde magnifique où les gens auraient plein de connaissances, les gens auraient vu plein de films et auraient lu plein de livres, on pourrait ne pas spoiler tout en pouvant parler de tout. Vous voyez un peu la subtilité. Parce que, bah, comme les gens auraient vu et lu plein de choses, bah, on pourrait vraiment parler de tout. La concentration de façon, à tous les coups, il l'a vu, il l'a lu. Parce que c'est quelqu'un de cultivé. Comme on est dans un monde d'ignare où les gens n'ont rien vu, rien lu, surtout rien lu, hein, voilà, bah forcément, vous pouvez pas mettre les pieds dans quelque chose sans que quelqu'un dise j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas lu, j'ai pas lu, me spoil pas. Bah, enfin bon, avec tout ce que t'as pas vu, tout ce que t'as pas lu, mec, si je dois ne pas en parler, on va parler de rien. Si on doit s'adapter à ton ignorance pour ne surtout pas déflorer les œuvres que de toute façon tu ne daigneras jamais voir ni jamais lire parce que tu n'as aucune curiosité et que tu n'as jamais le temps pour ça parce que tu préfères toujours le consacrer à autre chose, ce qui est ton choix et il n'y a aucun problème, tout le monde n'a pas à consacrer sa vie à la culture, à la littérature, à l'art, mais en tout cas, arrête de bloquer les conversations et nous empêcher de parler de quoi que ce soit, soi-disant pour ne pas te spoiler pour des œuvres dont tu te contrefous complètement. De toute façon, il n'y a rien à spoiler, parce que de toute façon, ça ne t'intéresse pas de base. Et si ça t'intéressait, tu l'aurais déjà vu. Ça fait 20 ans que le machin est sorti. En tout cas, ça fait 20 ans que tu pourrais l'avoir vu, alors que ça fait 300 ans qu'il a été édité. Je pense qu'il y a prescription. Voilà, donc ça c'est intéressant cette attitude-là, parce qu'il y a des gens comme ça qui font des cinémas pour des trucs, tu fais, oui, enfin bon, ça fait un moment que c'est à ta disposition, t'as pas eu l'air de te précipiter dessus, donc tu m'excuseras, on en parle entre gens que ça intéresse, là, voilà, maintenant tu peux aussi aller le voir directement. Donc c'est vrai que c'est intéressant, voilà, cet aspect-là. Est-ce qu'il y a prescription pour le spoiler? Alors moi déjà que de base, le spoiler, honnêtement, je n'ai rien à foutre, moi j'ai toujours dit, j'ai jamais eu de problème pour me spoiler, je me suis toujours spoilé volontiers, je suis toujours allé au devant des spoilers s'il le fallait. Pas toujours gratuitement, mais c'est vrai que je m'en fous. Les spoilers, honnêtement, je m'en fous. Je suis pas spoilé, tant mieux, ça fait un petit supplément de surprise. Je suis spoilé, eh bien, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de m'intéresser au truc, si vraiment ça m'intéresse, on va pouvoir comment ça s'est fait, comment on en vient là, de quoi il retourne, etc. Et moi, j'y reviens, des œuvres grandioses comme Sixième Sens de Night Shyamalan, qui est vraiment un très grand film. Si, pour vous, le film perd tout son intérêt parce que vous connaissez le twist final, je suis désolé, je vous le dis clair, tout de go, de la part du réalisateur, de la part de tous ceux qui ont participé à ce film, de la part de ce film lui-même, pour la qualité qu'il a, vous ne méritez pas ce film. Vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas Sixième Sens et vous ne méritez pas d'autres œuvres comme ça si pour vous, le spoiler annule tout l'intérêt pour elle. Parce que je vous le dis clairement, et là je n'ai pas besoin de délirer ou d'exagérer, le plus grand intérêt de Sixième Sens, un film comme Sixième Sens, pour prendre cet exemple-là, hein, qui est assez un cas d'école comme on dit, c'est un cas d'école de spoiler, un film comme Sixième Sens, tout l'intérêt du film, toute la beauté, parce que c'est un film qui est beau, toute la beauté du film, elle est dans l'histoire, toute l'heure et demie qui précède la révélation finale. Elle est dans les scènes entre Cole et Malcolm, entre l'enfant et le psy. Elle est bien sûr dans les scènes de suspense, de frayeur, même si moi l'aspect horreur n'est pas du tout mon aspect préféré du film, mais Sixième Sens, c'est avant tout un film bouleversant sur un enfant terrorisé, hypersensible, et sur un homme qui a des difficultés de couple, et où chacun va trouver en l'autre à la fois un réconfort et en même temps des réponses, etc. C'est un super film sur le plan humain, Sixième Sens. C'est les dialogues, c'est les scènes, on redécouvre des choses à chaque fois en revoyant le film et tout. Enfin, c'est non seulement le film s'apprécie tout autant quand on est spoilé, j'ai presque envie de dire, moi, comme tout ce que je disais tout à l'heure, l'image de ce que je disais tout à l'heure, il s'apprécie même mieux, bien mieux. Vous êtes débarrassé de cette histoire de
de suspense, de twist, et vous êtes concentré sur l'intrigue humaine, sur la psychologie, sur l'émotion. Et là, vous découvrez le véritable intérêt du film, son âme véritable. Donc la personne, le crétin, l'imbécile, le décérébré, là je mâche pas mes mots parce que ça me rend fou, c'est le genre de truc qui vous donne envie de claquer la porte, de fermer boutique. Vous fermez boutique. Quand vous êtes créateur, vous dites moi je ferme boutique, moi j'arrête, moi je donne pas confiture à des cochons, j'écris pas des livres et je fais pas des films pour des gens comme ça, c'est pas la peine. On arrête de créer dans ces cas-là, c'est pas la peine quoi, des gens comme ça. Si des gens vous plient bagages, vous ferment, ferment la porte à une œuvre, parce qu'ils savent qu'à la fin, parce qu'en fait, on apprend qu'il est comme ça. Mais ces gens-là ne méritent pas le film. Ils ne méritent pas du tout le truc. Ils n'ont rien compris du tout. Ils passent à côté de l'âme du truc. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur petit effet de surprise comme des gros gamins. Hein, ils veulent leur petit orgasme à la fin, ils veulent leur petite jouissance, qu'ils aillent se branler de leur côté. Mais clairement, ils ne méritent pas tout ce qui se passe avant, tout cet art qu'il y a avant. Voilà, et non, vraiment, Sixième Sens, c'est un exemple, encore une fois, parmi d'autres. Mais en fait, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de livres, plein de films, plein de séries. Si vous perdez tout intérêt de les regarder, vous n'en voyez plus l'intérêt, soit parce qu'on vous a spoilé en amont, soit parce que vous les avez vus maintenant et que vous vous considérez comme spoilés et que vous ne voyez pas l'intérêt de les revoir, vous ne les méritez pas quasiment. Vous ne méritez pas ce qui a été déployé pour les créer et leur beauté, leur véritable beauté, ou leur véritable intérêt. La partie surprise n'est qu'un bonus, n'est qu'un supplément, n'est qu'une petite friandise. Mais tout l'intérêt est avant et pendant, et tout ce qui se passe autour, etc. Et la redécouverte, la replay value. Parce que ça aussi, c'est ça le truc, c'est que pour les gens, quand un truc est spoilé, les gens n'aiment pas revoir les choses. Hein. Ils veulent toujours du nouveau, de l'inédit, hein. Revoir c'est chiant, etc. Mais non, au contraire, revoir c'est ce qu'il y a de mieux quasiment. Et on retombe sur le plaisir des tragédies, de revoir des histoires qu'on connaît déjà par cœur, mais qui sont racontées différemment, ou de les revoir sous un autre angle à différents moments. Et le fait de revoir, le revisionnage est très important et permet d'apprécier les choses différemment. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on se dépouille comme ça de cet effet de nouveauté qui nous aveugle un petit peu et on se concentre sur l'essentiel. Et les revisionnages sont généralement beaucoup plus profonds et intenses que le premier visionnage, en fait, qui reste assez superficiel, qui est intense en termes de nouveauté, de découverte et d'excitation, mais qui, oui, c'est vraiment, encore une fois, il y a beaucoup des parallèles érotiques à faire, il faut quand même le dire, hein, il y a quand même des parallèles érotiques importants à faire. Hein. La première fois n'est jamais la meilleure. La première fois n'est jamais la meilleure. Elle est peut-être la plus excitante, la plus trépidante, parce que comme ça, c'est nouveau, etc. Tout est nouveau, tout est excitant. Mais elle n'est jamais la meilleure sur un plan profondément humain et sensoriel. Et tendre. Donc voilà, donc c'est... Il y a quasiment en effet un rapport érotique à la fiction, aux histoires à développer, et du coup qui va bien au-delà de la décision comme ça, de la fin et tout, et de l'effet de surprise. Et donc qui pose la question de la replay value, ce qu'on appelle la replay value, hein, donc la valeur du revisionnage. La valeur de revisionnage. Alors effectivement, il y a des histoires qui n'ont pas de replay value, ça c'est vrai. Il y a quand même des histoires, effectivement, si on sait déjà comment ça finit, ça a perdu beaucoup de son intérêt, voire ça n'en a plus. Mais ça, c'est révélateur d'une chose. Je vous le dis, c'est un très bon indicateur. Ça veut dire que c'était de la merde. Alors là, c'est clair, au moins c'est un très bon indicateur. Si un truc n'a vraiment plus aucun intérêt une fois qu'on sait où ça allait, quelle était la fin, c'est clair, c'est que c'était de la merdasse, de la merde. Ça n'avait aucun intérêt. Et que justement, ça a été obligé de compenser par un excès de suspense et de surprise et de tout miser sur le côté spoiler pour avoir un peu d'intérêt. Mais qu'il n'y a plus aucun intérêt à revoir après. Parce que ça manquait d'âme, parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant à revoir, etc. Mais les vraies grandes œuvres ne deviennent passionnantes quasiment que dans les relectures et les revisionnages, une fois débarrassées de l'aspect suspense, et peuvent largement survivre en fait à leur spoil, et même s'en portent beaucoup mieux une fois spoilés, et sont bien plus que leur suspense ou leur fin. Et c'est pour ça que c'est toujours suspect et pas rassurant quand un projet, parfois des gros projets, hein, comme d'ailleurs justement les derniers Star Wars, les merdes là, qui ont été faites, là, les dernières suites, hein, déjà que bon, les Star Wars sont pas toujours Jojo, là, les anciens, alors ceux-là, même pas la peine, là, l'espèce de ressucé. Mais c'était énorme de voir les enjeux mis, comme quoi on avait confisqué les portables des gens dans les cinémas, des premières projections, pour pas qu'ils révèlent, attention, que Han Solo se faisait tuer. En plus, non, mais le truc en plus, hein, leur gros dossier, c'était qu'Han Solo se faisait tuer dans le premier film, tel un Obi-Wan dans le premier film de 77, hein, on faisait le parallèle, il fallait qu'un personnage important meure, voilà, etc., figure paternelle exécutée, tout machin, un personnage important, waouh, l'effet waouh. Ils savaient tellement que leur film n'avait aucun intérêt, aucune originalité, aucune surprise, que leur seule façon de faire sensation, c'était d'abord d'annoncer qu'Han Solo était dans le film, fameuse révélation lors d'un Comic-Con, waouh, ouais, pour les fanboys là. Et puis, deuxième temps, pendant le film, Han Solo meurt, se fait tuer par son fils. Oh, en plus, c'est pas du tout une redite. Hein. Et
Et donc, voilà, c'est quand un film comme ça met autant d'enjeux, supprime les téléphones portables, en fait des caisses, menace limite les journaux qui révéleraient le truc. Voilà, donc les gens ne peuvent quasiment pas faire leur critique pour en parler parce qu'attention, ils ont des menaces de Disney, ils leur disent d'en parler pas, sinon on vous poursuit et tout. Quand une prod met autant d'enjeux sur des trucs aussi débiles que ça, quand même, qui représentent 30 secondes de film et on n'a rien à foutre et qui a pas su mettre de l'intensité autre dans le film, c'est qu'il y a un problème. Vous sentez que déjà le film a un problème. Vous dites, ok, s'ils ont que ça en réserve, si c'est leur seule balle, leur seule cartouche, et qu'ils misent tout là-dessus, c'est dire qu'eux-mêmes sont conscients que leur film est creux, ne vaut rien, il n'y a pas de replay value, et que s'il n'y a plus ça, voilà, s'il n'y a plus cet effet de surprise, il n'y a rien. Alors j'ai peut-être pris pas le meilleur exemple, de dire, mais comme ce que tu racontes, c'est des super films, t'as pas compris, t'es pas dedans. Peut-être, j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Mais mettez ça sur n'importe quoi d'autre si vous voulez, l'exemple qui vous parle. Mais on connaît tous ces projets qui en font des caisses sur une révélation, sur une surprise, et ça en fait tellement que ça en devient suspect et que vous vous dites, ok, si c'est le seul intérêt du truc, ça veut dire qu'une fois que c'est cramé, le truc ne vaut rien. En fait, ils ont que ça pour se rendre intéressant parce qu'ils n'ont pas travaillé le reste. Une vraie histoire solide, intéressante, passionnante, profonde. Elle peut non seulement déjà se passer de tout suspense, quasiment tout twist, elle peut quasiment se construire hors de ses codes un peu grossiers pour maintenir l'attention du spectateur, parce qu'elle se tient bien solidement. Mais quand bien même elle aurait recours à ça, elle survit à son spoil, elle survit à ses révélations, elle survit à un premier visionnage. C'est ça les grandes œuvres, c'est celles qu'on a envie de revoir, c'est celles qu'on redécouvre sans arrêt, c'est celles qui ne se reposent pas sur les concepts puérils gamins, là, de petites surprises, là, ah, tu nous vois derrière, je savais pas, machin. Ça, c'est pas possible. Donc, le spoiler, non seulement dans son surinvestissement, dans le surenjeu qu'on en fait, révèle d'énormes failles narratives, narratologiques concernant les fictions et leurs auteurs, mais elle révèle aussi une énorme gaminerie et une immaturité du public, en fait. Même le public est pas grandi dans cette histoire-là. Le public qui en fait des caisses par rapport à ça est complètement crétin. Des gens comme ça tu commences à leur parler dans non, non, spoil pas. Mais c'est bon, je t'ai juste dit que ça se passait en 2050. Non, mais spoil pas. Mais je te spoil pas, là, faut quand même, je te laisse pas te parler du truc, quoi. Bon, voilà, les gens comme ça, je suis désolé, enfin là, on a affaire à des débiles. Euh, vous savez, il y a vraiment des gens proches de l'attardement mental dans le monde de la culture et de l'art. Ils n'y comprennent rien, en fait. Ils n'y comprennent rien, et je suis désolé. Mais des gens comme Baudelaire, comme Proust, on en parlait très bien. Il y a des gens comme ça, ils comprennent pas. Ils passent à côté du truc. Ils sont à côté. C'est pas pour eux, en fait, quoi. Ils sont comme tout le monde, ils peuvent consommer des images, ça, ils en consomment, mais ils comprennent pas où se situe la beauté des choses. Alors, après, la beauté, c'est subjectif, chacun l'aperçoit, etc. Mais là, ils comprennent même pas où est l'âme du projet, en fait. Ils sont en train de faire des caisses sur des histoires de surprises et de révélations, et c'est pas là que ça se passe. Donc voilà, encore une fois, moi je dis que ces gens-là, ils méritent pas les œuvres. Ils méritent pas les œuvres. Autant parfois les œuvres ne méritent pas forcément leur public, parce qu'elles ne sont pas à la hauteur et que c'est bien gentiment payé d'avoir autant d'audience, mais autant parfois c'est l'inverse. Le public ne mérite pas les œuvres parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'elles ont fourni, de ce qu'elles proposent, et elles sont réduites malheureusement par le public à des vulgaires effets de manche, voilà, dont parfois elles ont abusé, donc parfois c'est un peu de leur faute, elles ont fait trop de concessions de complaisance de ce côté-là. Mais voilà, donc le spoiler là-dessus est un véritable phénomène dont certains abusent, d'autres choisissent de s'extraire. Voilà, enfin spoiler, je veux dire en tout cas ce qui relève du spoiler, hein, la surprise, le suspense, etc. Mais en tout cas, les meilleurs aspects d'une œuvre sont précisément ceux qui ne sont pas spoilables. On ne peut pas vous spoiler les meilleurs aspects d'une œuvre. On peut vous spoiler, par exemple, dans un roman, il va se passer ça, il y a telle action, machin meurt, machin va être quitté par, machin tue bidule. Mais on ne peut pas spoiler tous les développements psychologiques qui s'y rattachent, les développements sentimentaux, qui font tout l'intérêt du truc. Et c'est pour ça qu'un truc comme qui pourtant, la recherche du temps perdu de Proust, qui est construite en partie pas comme un policier, mais qui joue sur ce côté twist. Hein. Beaucoup de gens disent, ah là là, la fin de la recherche du temps perdu, au bout de 7 tomes, la révélation finale, il glisse sur un pavé, il a la révélation de la mémoire involontaire, et du fait de sa vocation littéraire, et de retrouver le temps perdu, en s'extrayant du temps, etc. Bon bref, oui, on voit bien que Proust fait un petit effet comme ça de twist, on va dire, et de révélation finale, et de renversement comme ça, et oui, il a joué sur cet effet-là, comme ça on peut dire, de rebondissement. Hein. Donc bien sûr, il a utilisé ce procédé-là. Mais le gars, il a quand même écrit genre 2500 pages avant. Et entre le début et les 2500 pages qu'on s'est tapé jusqu'à là, il y a eu bien plus qu'une vulgaire histoire de rebondissement, de twist, etc. Et surtout, ce twist, il est pas si... Il vient de loin, il vient de loin. C'est pas on s'y attendait, c'est préparé de très loin. Et d'ailleurs, c'est ce que révèle sa description.
Et surtout, c'est pas qu'Osef, mais ce n'est que un aspect du livre. Et en aucun cas, ça invalide tout ce qui a été fait avant. Et ça ôte l'envie de le relire ou de le redécouvrir. Ou ça se dit, oh bah en fait, si j'avais su, putain, j'avais juste allé jusqu'à la fin. Voilà. Non. Parce que ce truc-là n'a aucun sens si on n'a pas eu les 2500 pages avant. Ça aussi, c'est très fort. C'est que c'est une révélation qui ne peut pas fonctionner si on n'a pas vécu tout ce qui s'est passé avant. C'est le vécu qui compte. C'est le voyage, pas la destination. On retrouve ça, vous voyez. Donc, voilà. Les vertus du spoiler sont réelles, en fait. En réalité, moi, je pense qu'il y a plus intérêt à spoiler une histoire qu'à ne pas la spoiler. Je pense que on ne spoil pas assez les choses quasiment. Parce que ça nous empêche d'en parler et parce que ça nous permettrait de nous dépouiller d'émotions parasites qui empêchent d'apprécier les choses plus profondément. Bref, bah écoutez, ça me fait bizarre parce que ça fait maintenant un bon moment que j'enchaîne les podcasts assez longs. Bon, sans parler de celui qui a grimpé jusqu'à 6 heures, là, 500 jours ensemble, qui était un peu un cas à part. Mais bon, on est régulièrement sur du 1h30, 1h45, 2h, 2h30, donc bon, des choses assez conséquentes. Et c'est vrai que là, bon, bah, ça fait un petit peu plus d'une heure que je parle, ce que j'ai pas mal, hein, vous allez me dire. Hein. Et j'en ai déjà fini, je crois, donc bah, ça fait bizarre, mais après tout, bah, voilà, c'est qu'il n'y avait pas plus à dire, hein, donc je vais pas faire plus long pour faire plus long. C'est même plutôt une bonne nouvelle, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire même encore plus court. Donc en espérant que je n'oublie rien, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire sur les spoilers. Voilà, donc spoiler, c'est la fin. Et spoiler, il n'y a pas de twist, hein, désolé, hein, j'ai pas de twist à ce podcast, à cette vidéo, de rebondissement, voilà, spoilable, vous dire ah ça vous y attendez pas, hein, voilà, c'était pas prévu, non non, bah écoutez, c'est banalement la fin de ce podcast, j'ai dit ce que j'avais à dire, et rien de plus, voilà, pas d'effet de surprise, désolé. Quant à la replay value de ce podcast, c'est vrai que j'ai des doutes là pour le coup, mais bon, c'est pas conçu spécialement pour être écouté 500 fois, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, bah écoutez, en espérant que cette première et dernière écoute sans doute de ce podcast bien vous ait plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos ressentis, vos avis, vos expériences éventuelles avec le spoiler en commentaire, à liker, à partager éventuellement. Et puis, bah écoutez, bah, d'ici un prochain podcast, portez-vous bien, voyez des trucs, spoilez-vous éventuellement, spoilez ou non, en tout cas, voilà, voyez des choses, lisez des choses. Et puis, en vous disant à la prochaine. Salut les Happy Few!